Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'entretien. Je vous rappelle le principe de l'émission, un échange de 26 minutes en tête-à-tête avec un acteur du territoire pour évoquer à la fois son parcours et son actualité. Et cette semaine, c'est la directrice du musée d'art de Nantes que nous recevons. Bonjour Sophie Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler d'art et de revenir sur ce qui vous occupe en ce moment, je vous propose pour commencer cette émission un petit questionnaire de Proust. Sophie Lévy, si vous pouviez passer une nuit enfermée dans un musée, lequel choisiriez-vous? Vous n'avez pas le droit de me répondre celui de Nantes. Je n'ai pas le droit de vous répondre celui de Nantes. Alors écoutez, le musée que j'aime depuis mon enfance, c'est le MoMA à New York. Et en effet, ça va vous surprendre, mais passer une nuit devant le carré blanc sur fond blanc de Malevich, eh ben, ça me fait triper. En même temps, avec la nuit, c'est très tranché, donc peut-être. Oui. Quelle œuvre d'art aimeriez-vous avoir dans votre salon? J'ai beaucoup d'œuvres que j'aime. Du musée d'art de Nantes, j'ai un chouchou qui est une des raisons pour lesquelles j'ai postulé dans ce musée, donc je le cite, c'est le Songe de Joseph de Georges de la Tour. Et ces images qui sur Twitter sont très nombreuses à être relayées, est-ce que c'est compliqué pour vous à gérer? C'est une pression supplémentaire? Vous êtes davantage visible pour le coup. Alors, de toute façon, on le sait depuis un certain nombre d'années, on le répète en permanence à nos fonctionnaires, ils sont en permanence sous l'œil des caméras, puisque tout un chacun a un téléphone portable, dont on enregistre des sons, on enregistre des images. Ils savent, et ça c'est une donnée de toute façon qui aujourd'hui s'impose à nous, on ne pourra rien y faire. Donc on rappelle toujours les consignes de professionnalisme, toutes les règles de déontologie qui s'imposent aux fonctionnaires de police. Après, il y a des dérapages qui peuvent être constatés, du moins dénoncés comme tels, et là les enquêtes sont mises en œuvre. Moi, par expérience, je ne veux pas dire que je ne dis pas que les images qui sont traduites ne reflètent pas la réalité. Je dis que souvent on a une vision partielle. C'est-à-dire qu'on peut montrer par exemple ce qu'on estime être une violence policière sans pour autant voir ce qui s'est passé avant. On va en découvrir une, si vous voulez bien. On découvre un extrait d'une vidéo tournée justement lors d'une manifestation Gilets jaunes. Messieurs, dames, vous reculez de 50 mètres. Vous dégoupillez. Détends-toi, calme-toi. Oui, mais calme-toi. Mais calme-toi. T'as une grenade dans la main, tu te calmes. Vous reculez. Que vous inspire cet échange? On sent qu'il y a de la tension. Il y a de la tension. Après, je veux dire, un citoyen ordinaire doit respecter l'injonction qui est faite par un policier. Si on dit à la personne de se retirer, de reculer, elle doit reculer. Il n'y a pas à discuter par rapport à ça. C'est donc le groupe IAM qui reprend son titre phare côté obscur avec un orchestre symphonique. Les rappeurs sont aujourd'hui des artistes qui s'emparent souvent de la musique classique. Beaucoup, même il y a très longtemps, je trouve, parce que souvent dans le rap, vous avez des boucles musicales, hein, et quand vous écoutez bien ces boucles qui sont répétées, c'est très souvent issu de la musique classique, hein, et c'est très souvent issu des musiques d'orchestre, et je trouve qu'il y a parfois des choses absolument géniales qui sont réalisées. Vous êtes sensible à ce mélange des genres, puisque vous avez vous-même mis sur pied en 2016 à Nantes des ateliers de transcription musicale pour des jeunes musiciens de l'accord ou du conservatoire. C'est-à-dire qu'ils avaient l'occasion justement de proposer ce genre de partition. Oui, c'était un peu cette idée, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tous ces jeunes groupes qu'on voit naître, mais alors souvent ils sont dans une direction, ils font du rap, ils font du hip-hop, et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de recréer ce qu'il y avait dans les années 70. Vous aviez des groupes comme King Crimson comment dirais-je, il y avait 3 musiciens qui adaptaient des morceaux classiques avec des guitares électriques, avec des synthétiseurs. Et on a commencé à créer ces ateliers de transcription et ça a eu un succès, et ça toujours un succès formidable. Depuis, le calme est revenu, mais les plaies sont profondes et les habitants restent marqués par cet épisode de violence. Johanna Roland, au-delà du drame, est-ce qu'un événement comme celui-ci efface des mois de travail, d'investissement, de projets et de suivi de la part de votre équipe municipale? Non, ça n'efface pas. Ça nous oblige encore davantage. Vous voyez ces images? Pour nous, elles sont extrêmement fortes. Moi, j'étais présente cette nuit-là.
avec Ali Reboum, mon adjoint de quartier, Myriam Naël, l'adjointe à la politique de la ville, exactement au moment où vous filmez là. Il est à peu près 2h du matin, on est sur le quartier. Il y a le responsable des commerçants qui sont là, il y a des jeunes avec qui on discute. Évidemment que c'est des moments qui sont extrêmement marquants pour un quartier. C'est la raison pour laquelle... Vous étiez dans quel état d'esprit? Vous étiez... Est-ce qu'il y avait un peu de désespoir Non, jamais du désespoir. Quand on est maire d'une grande ville, on est là pour agir, on est là pour avancer. Il y avait de l'émotion, bien sûr. Bien sûr, quand c'est des quartiers en plus auxquels on est, je suis personnellement profondément attachée, oui, il y avait de l'émotion, parce qu'il y avait de l'émotion partagée.